Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Wickstein, une avocate dévouée et une réalisatrice passionnée. Isabelle a brillamment marqué le monde juridique tout en menant des initiatives contre l'antisémitisme et le racisme. Sa carrière, guidée par la solidarité et l'excellence, est un exemple de réussite équilibrée entre aspiration professionnelle et engagement personnel. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Curis et Isabelle Wickstein. Bonjour Isabelle Wickstein. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de participer à ce podcast. Moi, je suis particulièrement ravie de te recevoir aujourd'hui. J'ai entendu parler de toi il y a plusieurs années maintenant puisque j'étais en master avec ton fils à la Sorbonne. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est qu'il est très riche, très atypique et que, au-delà de ta casquette d'avocat, tu as aussi une casquette de réalisatrice de documentaires, il me semble une casquette d'écrivain aussi. J'ai vu qu'il y avait un petit livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Donc, je suis ravie que tu viennes nous parler de ce parcours aujourd'hui. Première question, si tu devais choisir aujourd'hui entre l'avocature et la réalisation, que choisirais-tu? Je peux pas répondre à cette question. Question piège. Choisir, c'est renoncer. Et j'ai beaucoup de mal avec le renoncement en général. J'aurais peut-être ni l'un ni l'autre. Encore de nouvelles idées? C'est surtout que je pense que quand moi j'ai commencé mes études et que je suis devenue avocate, on avait tendance à faire le même métier pendant une durée très très longue et qu'aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, les jeunes avocats conçoivent le métier comme une étape vers autre chose. Pas toujours, mais et font plusieurs métiers dans leur vie professionnelle et je trouve que ça, c'est très, très enrichissant et je dois dire que si, demain, on me proposait une autre activité professionnelle que je sois en capacité de faire, je serais ravie de changer. Mais j'aurais pas envie de renoncer au film parce que le film, les films, j'ai commencé il y a beaucoup moins longtemps, il y a une douzaine d'années et j'ai encore envie d'en faire. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'être avocat, mais c'est pas du tout la même durée de vie professionnelle. Et puis, il y a une activité, celle d'avocat dont je vis et une autre, dont j'aurais du mal à vivre parce que, la vie de réalisateur, c'est une vie quand même assez, difficile quand on fait pas beaucoup de films. J'imagine. Et justement, comment tu en es arrivée là? Comment tu t'es mis à la réalisation il y a 12 ans? Donc, côté activité professionnelle, tu as associé ton propre cabinet One Avocat, c'est ça? Oui, Ouais. je suis, cofondatrice et associée du cabinet One Avocat. Donc en propriété intellectuelle, si je ne m'abuse? Alors non, c'est un cabinet qui est quand même pluridisciplinaire et moi-même, j'ai une double formation parce que je suis avocate de droit des affaires au départ D'accord. et ensuite j'ai fait une spécialisation de propriété intellectuelle. Mais notre cabinet regroupe, c'est essentiellement un cabinet d'affaires où il y a, du fiscal, du M&A, du contentieux, de la propriété intellectuelle, du droit social et un pôle, plus
restreint de droit immobilier. Très bien. Et donc toi, tu étais amenée à travailler avec des réalisateurs côté propriété intellectuelle ou pas? Comment tu as mis un pied, là-dedans? Alors, dans mon activité professionnelle, j'ai effectivement été mise en relation, assez tôt avec, des auteurs-réalisateurs, mais je ne sais pas si c'est ça qui m'a amenée à devenir réalisatrice ou plutôt un travail enfin une initiative que j'ai montée, en 2005 de lutte contre les préjugés en milieu scolaire, qui OK. consistait à aller dans les établissements publics, privés, Paris, banlieue, province, en binôme pour, faire réagir, les jeunes élèves sur la question de leurs propres préjugés et des préjugés dont ils étaient l'auteur, et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, 14 ans en tout, et les dernières années, Et en binôme avec, alors on quelle était profession? en fait, c'était pas une question de profession, c'était une question d'origine. OK, Le principe, c'était d'intervenir un juif, un arabe, et d'accord. donc le binôme, c'était, moi et une personne, d'origine musulmane qui, intervenait à mes côtés, dans des établissements, scolaires. Alors, que ce soit du public ou du privé, on est intervenu dans des écoles juives, dans des écoles catholiques, hem, comme je te disais, à Paris, en banlieue, ailleurs, et en fait, le fait d'être en binôme avec des origines, différentes et supposées opposées, ça nous permettait de faire, réagir, les jeunes qu'on avait en face de nous. Et de là est née l'idée, parce qu'à un moment donné, je l'ai fait avec un co-intervenant qui était réalisateur, et on a eu l'idée de filmer les interventions, et c'est devenu un documentaire sur France Télévisions qui a plutôt bien marché. Ça, c'était en 2015. Alors ceci dit, j'avais, fait autre chose avant. J'avais filmé des interviews, de mon beau-père en 2011. À l'époque, c'était pas pour faire un film documentaire, mais c'est devenu un film documentaire que j'ai d'ailleurs présenté, en avant-première, hier, et qui va être diffusé sur France Télévisions. Donc, c'est un peu le hasard des choses qui a fait que je me suis mise à la réalisation. Très bien. Et les réactions que vous rencontriez dans les établissements scolaires, où vous alliez justement pour avertir, enfin, quelles étaient les réactions des jeunes sur cette lutte contre les préjugés et cetera? Bah, c'est des réactions très diverses, ça dépend du lieu où on se trouve, hem, de l'origine aussi des jeunes auxquels on fait face, mais un des premiers, une des premières choses à faire, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes de leurs propres préjugés, et c'est pas toujours évident de leur faire, reconnaître qu'eux-mêmes, sont auteurs de préjugés à l'égard des autres, et pas seulement des victimes de discrimination comme ils se vivent souvent. Donc, hem, en tout cas, c'était très intéressant. En plus, on a filmé, juste après les attentats Charlie, avec, des réactions, assez fortes, hein. Voilà, le film s'appelle «Les Français, c'est les autres». D'ailleurs, il a été diffusé en 2015 sur France Télévisions. Ensuite, il a été diffusé en 2020 lors d'un hommage à Samuel Paty, toujours sur France Télévisions, et il y a une semaine, non, d'ailleurs, c'est pas il y a une semaine, c'est dans une semaine, il est présenté à un festival, OK. En un compétition? Enfin, non, c'est non, non, c'est un festival de films documentaires sur, des sujets de société, et j'ai été étonnée de voir qu'il avait toujours une actualité, mais en tout oh cas, bah, en même temps, il au est vu de oui, l'actualité, c'est évidemment. Mais non, au moment où on oui, m'a, oui, au de toute moment où façon, ça a ce sont des été sujets qui reviennent sans arrêt, non, ce que je veux dire, c'est bien sûr, c'est des sujets d'actualité, mais j'étais étonnée qu'on a eu, ce film, il date de 2015, mais, il est vrai que quand il a été rediffusé, sur France Télévisions pour l'hommage à Samuel Paty, j'avais peur qu'il soit un peu, trop ancien, et finalement, il a eu pas mal de succès, et je me suis rendu compte qu'il était tout à fait, d'actualité.
que ce qu'on avait capté à l'époque demeurait toujours vrai. Mmh. Ouais, malheureusement, oui, c'est un sujet qui persiste malgré les années qui passent. C'est exact. Et c'est quelque chose. Alors là, avec ce qui se passe actuellement, suite au pogrom du 7 octobre perpétré en Israël à l'égard des Juifs, on assiste d'une manière générale à un déferlement de haine antisémite dans le monde. Alors, je parle de ça, ça n'a pas un lien nécessairement direct avec le sujet que je viens d'aborder, qui est celui de mon documentaire sur les préjugés en général, parce que l'antisémitisme, il est quand même répandu partout. Mais c'était juste pour dire qu'effectivement, ce sujet-là n'a pas disparu. Mmh. Bah, c'est bien de continuer à passer ce genre de documentaire aussi qui montre que il faudrait faire en sorte que ça puisse disparaître et qu'on abandonne tous un petit peu nos préjugés à cet égard. Suite à ce documentaire, du coup, en 2015, il me semble que vous en avez tourné un autre en 2020. Oui, j'ai fait un film documentaire sur l'hôpital public Encore assez engagé, mine de que rien. j'ai tourné pendant au début du Covid, puisque c'était début avril 2020. Et j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de filmer dans un service de pneumologie et réanimation intensive à la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai essayé de montrer qui étaient ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le plus grand hôpital d'Europe et dans ce service en particulier où il y a 200 soignants. Et je dois dire que c'était une expérience absolument extraordinaire parce qu'on nous a laissé tout voir, les réunions de direction, les réunions de crise, les rapports entre les différents soignants, le problème des masques, les différents métiers, le problème de l'organisation de l'hôpital, de la tarification des actes, enfin tout le fonctionnement en fait d'un hôpital public et diverses problématiques et c'était absolument passionnant à faire. Et pour tourner ce type de documentaire, tu as une équipe de combien de personnes? Comment ça se passe concrètement? Moi, j'y connais rien. Alors il y a des situations très diverses. Franchement, là, ça s'est passé de manière totalement atypique parce que en temps normal, quand on fait un documentaire, il faut qu'on ait un sujet, il faut qu'on ait un producteur, il faut qu'on écrive un développement. Ensuite, on fait du repérage et puis on trouve une chaîne, il faut le financer et c'est seulement après qu'on commence les tournages et une fois qu'on a fini les tournages, on fait du montage et on le montre à la chaîne, on le fait valider. Enfin bon, puis après il y a de la post-prod, enfin il y a toute une série d'étapes et là, ça s'est passé de manière totalement inhabituelle parce que j'ai eu une autorisation, j'ai écrit un projet avec un co-réalisateur. On est allé le présenter à la PHP, ils nous ont autorisé à tourner, il a fallu le tourner dès le lendemain. Et j'avais pas encore de producteur, j'avais pas encore de chaîne. Donc j'ai commencé le tournage sans avoir ni producteur ni chaîne. Et ensuite, je me suis débrouillée pour le coproduire avec une petite société de production que j'ai montée. Et puis j'ai trouvé France Télévisions avec mon coproducteur qui était Marie Drucker, qui nous a beaucoup aidés. Et là, je dirais qu'on a, entre guillemets, profité de la période de confinement des 6 semaines qui m'ont permis de tourner alors que le cabinet était fermé. C'est-à-dire que je continuais évidemment à travailler, mais ça me permettait quand même de passer les journées à l'hôpital pour filmer et j'avais un chef op, qui était mon co-réalisateur et quelqu'un pour prendre le son, donc c'est une équipe, très réduite, plus un deuxième chef op que j'ai pris parce que, il y avait beaucoup de choses à filmer et qu'on avait un temps, réduit Et et qu'il parce que fallait du être partout à la fois. coup, au départ, lorsque tu avais le projet de ce documentaire, il n'y avait pas du tout le Covid. Et en fait, finalement, le tournage a été en plein confinement, quoi. Alors, j'ai accéléré le tournage. J'avais le projet de faire un film sur l'hôpital public et
quand le Covid est arrivé, bah, les choses se sont précipitées et comme j'ai eu cette autorisation, j'ai foncé. Voilà. Et donc combien de temps de tournage? Il y a eu une première période de 6 semaines. Après, on est retourné à notre cabinet et ensuite j'ai retourné, quelques semaines plus tard, ça devait être en juillet 2020 quand il y a eu notamment toute la période, des grèves et du Ségur de la Ouais, santé où, j'ai filmé ce qui se passait, au moment du déconfinement. très bien. Et donc ce documentaire, il a été diffusé aussi sur, Il a France TV? été diffusé sur France 5 en prime, en novembre, 2020, je crois. Donc, discrimination en milieu scolaire, mettre en lumière les soignants. Comme je disais avant, ce sont des sujets quand même assez engagés. Euh, D'où te vient cette envie de, je sais pas si de dénoncer est le bon terme, mais en tout cas de, voilà, de mettre ces sujets-là en avant et cet engagement principalement. Bah, je crois que j'ai toujours été dans l'engagement depuis que je suis jeune. Mes parents l'étaient. J'ai été élevée un peu dans un milieu de oui, de gens engagés, et mes parents étaient médecins. Je me souviens que mon père, soignait des gens dans un dispensaire, avait une carrière à la fois de chirurgien dans un hôpital à Paris et puis, consacrait une partie de son temps à, soigner des gens, plus démunis, plus pauvres. Ma mère, c'était la même chose. Hem, voilà, je pourrais pas dire, c'est aussi peut-être lié au métier qui est de défendre des gens, Mm. en tout cas, hem, bah, ces initiatives alors le film sur l'hôpital, c'est parce que je suis quand même, issue d'un milieu, très médical. Je suis mariée à un médecin de l'Assistance publique, mes beaux-parents étaient médecins, donc c'est un milieu que je connais un peu et qui me touche particulièrement, surtout en France avec un système qui est, extrêmement, favorable aux patients. Heu et puis la question des préjugés, cette initiative, je l'ai montée avec d'autres gens, hein. On s'est regroupés un jour, entre, juifs et musulmans. On a créé un groupe qui s'appelait le groupe informel. Il y avait d'ailleurs des gens qui étaient ni juifs ni musulmans et on a commencé à militer ensemble sur le thème, selon lequel on pouvait être, français, juif, arabe, être attaché à nos propres communautés et en même temps avoir un socle, républicain, commun, très fort et qu'il fallait absolument préserver ce socle. Il existe encore ce groupe? Alors de toute façon, comme son nom l'indiquait, ce groupe est informel, donc il est à la fois informel et multiforme. Il y a pas d'association, il y a pas de parti, il y a et les gens de ce groupe, ce sont encore des gens que je vois en grande partie, que je fréquente, et qui sont toujours animés des mêmes préoccupations, et qui partagent des combats communs. Donc oui, on peut dire qu'il existe toujours, même si on se réunit plus comme on le faisait, il y a, presque une vingtaine d'années. Parce que de ce groupe est née l'initiative d'intervenir en binôme dans les Mm. écoles. Mais en pratique, c'était moi et une autre intervenante pendant un certain temps et ensuite moi et un autre intervenant et de là est né le film qui s'appelle «Les Françaises, c'est les autres», sur, la question des préjugés en milieu scolaire. Très bien. Et tu évoquais tout à l'heure le dernier documentaire en date dont tu as fait l'avant-première hier soir. D'ailleurs, Ouais. merci beaucoup du coup d'être venu en podcast aujourd'hui. Mais Surtout que c'était un grand, grand moment d'émotion. Bah, j'ai fait un documentaire qui s'appelle La Disteg, un parcours juif, une histoire française. C'est un portrait de mon beau-père qui est décédé en 2021, qui a eu une destinée absolument extraordinaire, un parcours incroyable. Et je voulais parler de son parcours, de sa double fidélité au judaïsme et à la France.
Et c'est au départ une demande qui m'avait été faite par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l'Alliance israélite universelle et le CRIF, qui voulait rendre hommage à cet homme extraordinaire. Et on avait beaucoup d'archives. Il avait d'ailleurs été filmé par Spielberg, qui, pour sa fondation, a filmé quelques centaines de personnes dans le monde. Et en travaillant sur ce sujet pendant 1 an et 8 mois, j'ai fini par faire 52 minutes pour France Télévisions et que je coproduis avec Ciné TV, Fabienne Servan-Schreiber, qui est une merveilleuse productrice, et Fatma Darouni, qui est aussi productrice. Grâce à elle, j'ai réussi à faire ce projet. Voilà, Donc l'avant-première là, qui a était un eu lieu projet. hier et il va être diffusé, je ne sais pas quand, sur France Télévisions aussi. Ok, Voilà. bravo. Mais du coup, oui, là, j'imagine que c'était encore une autre dimension, quoi. Quelque chose aussi intime, important. Oui, très fort et je pense très important et qui résonne beaucoup, aujourd'hui compte tenu des événements. Mm, mm. Très bien. C'est assez impressionnant tout ça et du coup, moi, surtout, ce qui m'impressionne, c'est comment tu fais pour gérer à côté ta carrière d'avocat, ton cabinet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours côté avocat, comment ça s'est construit? Est-ce que tu as toujours voulu être avocat? Alors quand j'étais, plus jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, après mon bac, je me suis inscrite en Hippocagne, en médecine et en droit en même temps. La totale. Et Donc déjà, cette... j'ai commencé par, aller en Hippocagne, j'ai fait peut-être 1 mois, puis en fac de médecine, j'ai dû faire 1 mois, puis la fac de droit commençait plus tard que toutes les autres. Donc je suis restée en droit, j'ai fait 1 année de droit. L'année d'après, j'ai eu un petit regret, je me suis dit: «Mais non, finalement, j'aurais dû être médecin», donc je me suis réinscrite en Mais non, médecine, mais je n'y suis pas allée mais et non. j'ai continué mes études de droit et Quand même un côté touche à tout bien ancré dès le départ. bah, c'est surtout un côté, je me pose plein de questions et j'hésite. Ouais, bah, Voilà curieuse et donc du coup, et du mal à choisir. et puis voilà et puis après, j'ai passé, pendant mes études de droit, j'ai postulé parce qu'il y avait eu une annonce pour faire partie d'un programme d'échange entre une université américaine et la fac et j'ai été prise. Alors j'ai été passer 8 mois, aux États-Unis, à New York, dans un Sympa. établissement, j'étais inscrite en MBA, donc c'était City University of New York. Voilà, j'ai fait 1 année de MBA quasiment, mais comme je voulais pas perdre 1 an en France, j'étais quand même inscrite en 3e année de droit et je suis rentrée pour passer mes examens en avril et puis je voulais passer non, en 4e année, je voulais passer le CRFPA dans la foulée, donc je suis restée. J'hésitais beaucoup parce que j'avais la possibilité de rester vivre aux États-Unis et j'avais été admise à NYU, mais j'avais pas de bourse. Voilà, j'avais un petit ami français, je voulais rentrer à Paris, je suis restée, j'ai passé le CRFPA, ensuite le CAPA et je suis devenue avocate et les 2 premières années, j'étais en collaboration. Je faisais aussi, je travaillais chez un avocat en conseil en parallèle parce que Ok. ça m'intéressait d'apprendre, la technique, des mémoires, devant la cour de cassation et puis au bout de 2 ans, c'est vraiment le hasard des choses, je suis devenue avocate d'un syndicat, d'artistes-interprètes D'accord. et j'ai commencé à avoir beaucoup de dossiers dans le domaine de la musique et de la danse, aussi dans l'édition littéraire et puis, je me suis lancée, avec j'ai commencé à travailler, à m'installer en Ouais, fait, à ton compte. à mon compte, dans les locaux de mon ancien patron qui me permettait d'utiliser le bureau Sympa. moyennant, bah, je Ah, travaillais quand même, il moyennant. fallait que je prenne en charge un certain nombre de dossiers pour lui et ça se passait très bien et puis voilà, j'ai commencé à développer un petit peu et puis, après j'ai eu ma première collaboratrice et puis ensuite, le cabinet,
grossi par étapes, T'avais de une manière vision un peu lentement. ou Non, ça s'est fait vraiment j'avais pas de vision. au fur et à mesure? Déjà, tu n'as pas donné ton nom à ton cabinet? Tu l'as appelé, enfin, One Avocat, c'était dès le départ ou? Non, il avait pas ce nom-là au départ, il avait mon nom. Après, hem, je me suis associée avec un ami qui avait fait tout son parcours, universitaire avec moi, Raphaël Nakache, avec lequel je suis toujours associée. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont rentrées au fur et à mesure et on est devenu, voilà, un cabinet, plus important, avec plusieurs associés, des collaborateurs. Et moi aujourd'hui, mon activité, elle couvre 4 petits départements où mon équipe est regroupée: un département contentieux, un département propriété intellectuelle, un département M&A, un département droit social. Ah oui, donc assez, Donc assez, pluridisciplinaire en effet. voilà, assez. Et puis, j'ai des associés. Il y a une associée qui ne fait que du droit social, qui est Nathalie Attias, un associé qui fait, que du droit fiscal et du corporate, qui est, Hervé Olliel. J'ai Raphaël Nakache aussi comme associé qui fait du contentieux. On a un bureau à Genève avec, Ludovic Doutrelot, Ah OK. voilà, qui anime le One Genève et qui lui fait plutôt du M&A. Et puis nos équipes. Et si on additionne tout le monde, ça fait une petite trentaine de personnes. Pas mal. Et comment on Et gère un cabinet d'une trentaine de personnes, alors, c'est vrai il est vrai que c'est compliqué de faire plusieurs activités en même temps. Alors moi, mon activité à temps plein, je dirais presque 150 de mon temps, c'est quand même avocat. Mmh. Je suis avocat, je développe, mes activités, je chapeaute ces départements, je travaille sur ces différentes matières, ce qui est déjà assez compliqué d'être, sur plusieurs créneaux à la fois. Ça suppose de continuer à se documenter, bon, maintenant je suis, très bien entourée de collaborateurs, qui sont dans l'opérationnel, et qui sont d'un très bon niveau et qui travaillent très bien et qui m'aident beaucoup. Hem Mais et donc l'activité de réalisatrice, j'ai, entre mon premier film qui a été diffusé, sur France Télévisions, c'était 2015. Bon, après j'ai fait un petit 26 minutes pour la Fondation Jean Jaurès et OK. on l'a diffusé en salle de cinéma une fois pour un événement. C'était en 2018, celui sur Hôpital 2020, et celui que je viens de terminer, il a démarré en 2022. Donc il s'est passé du temps quand même entre les films, et cette activité de réalisatrice, bon, bah, je la fais, oui, je la fais, Faut de l'énergie quand même. quand j'y arrive. Ouais, il faut de l'énergie parce que le métier d'avocat, c'est un métier qui est très, très lourd, en fait. C'est un métier qui est très prenant. Hem, Tu trouves que le métier a changé? ah oui, le métier a considérablement changé, oui. Et c'est plus ou moins lourd? Mmh. C'est différent, d'abord, on n'exerce pas ce métier de la même manière à différentes époques de sa vie. Hem Aujourd'hui, bah, d'abord, il y a beaucoup plus d'avocats, donc je trouve que la compétition, elle est plus rude. Mmh. Ensuite, maintenant, l'intelligence artificielle, je pense, va révolutionner ce métier. Tu Hem, l'utilises toi, déjà? oui, 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 j'utilise l'intelligence artificielle. C'est un sujet aussi qui m'intéresse parce qu'on est beaucoup consulté sur ces questions. Hem Et puis,
il n'y a pas de temps mort. Les gens attendent de toi que tu sois disponible 24/24. Tu reçois 300 mails par jour. Tu vois, tu peux pas l'information, les questions qui te sont posées, elles t'arrivent par WhatsApp, par Oui, il y a SMS, tellement de canaux de il y a tellement de communication. canaux de communication qu'en fait, tu es multi-sollicité et voilà, on t'envoie des notes vocales tout le temps. Donc, il ne faut pas que tu loupes un truc, qu'il faut que tu répondes, que tu sois tout le temps efficace. Les gens veulent toujours aller vite. Mm, mm. Et on a quand même un problème de responsabilité, c'est-à-dire que nous, on donne des avis, on engage notre responsabilité, même quand c'est des sujets qu'on connaît, il y a forcément une évolution législative, jurisprudentielle, il faut se tenir au courant, faut avoir les bons réflexes, je trouve que, mais ça c'est la société d'aujourd'hui dans tout son ensemble, on ne te laisse pas le temps de réfléchir et de t'opposer. Et le droit, c'est quand même une matière complexe où on a besoin de se poser et de réfléchir. Parce que si on veut bien conseiller un client, il faut qu'on pèse différentes options, il faut qu'on anticipe les choses. C'est pas juste une réponse ponctuelle tout de suite. Il faut qu'on réfléchisse aux étapes suivantes, faut qu'on analyse les risques. Alors, il y a des questions qui sont très simples, évidemment, mais je trouve que souvent, les sujets sont emboîtés les uns dans les autres et les problématiques sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Oui, et de la part des clients, il y a une tendance à vouloir maintenant privilégier la rapidité versus peut-être, enfin au détriment peut-être parfois de la qualité, entre guillemets, non pas que tu donnes des mauvais conseils, c'est pas du tout mon propos, mais Mais c'est vrai qu'à force de absolument, vouloir aller vite tout le temps, absolument. plus vite, moins cher, bah... C'est tout à fait juste. Je me souviens très, très bien d'un déjeuner que j'avais eu avec un client qui était un très gros client, qui m'expliquait, enfin la directrice juridique d'un client qui disait: «Bah, voilà, nous, on attend 3 niveaux de service. Il y en a un, c'est, faut répondre tout de suite et c'est pas grave si c'est, un peu survolé, un niveau un peu plus, intermédiaire, un peu plus approfondi mais moyen et puis un niveau où là, on peut, donner, de l'excellence» et ça m'avait beaucoup surprise parce que je me disais, logiquement, un juriste, il doit demander à un avocat, le de meilleur, viser l'excellence tout le temps, quoi. l'excellence, comme étant, le niveau de base, quoi. Mais, c'est pas toujours comme ça que le conçoivent les clients. Pas toujours. Et tout à l'heure, tu parlais de concurrence accrue avec c'est vrai, un nombre croissant d'avocats. Euh, et tu disais que du coup, que tu continuais à développer ton activité, etc. Comment tu t'y prends pour développer ton activité? Bah, s'il y avait une recette pour, savoir comment développer son activité, je serais absolument ravie de la connaître parce Viens que, suivre une formation à en Nomia. fait, Non, je plaisante. c'est il y a pas de règle, c'est une combinaison de plein de choses différentes. C'est les dossiers qu'on a traités, les succès qu'on a pu avoir, les rencontres qu'on a pu faire, le réseau, des initiatives qu'on prend, de la visibilité sur certains dossiers. C'est une voilà, une combinaison de tous ces facteurs et on ne sait jamais comment ni quand, ça va arriver. Je suppose que ta double activité, on va dire, enfin tes deux activités se nourrissent un peu l'une et l'autre Ah peut-être non, aussi, pas du non? tout, non. Le- Non, d'ailleurs, moi je garde une grande étanchéité parce que j'ai toujours eu le sentiment, à tort d'ailleurs, que, les clients pouvaient se dire que si je faisais des films, j'avais pas le temps de traiter leur Hmm. dossier. Donc c'est pas du tout quelque chose que je mets en avant et les clients, quand je fais un travail de réalisateur, c'est vraiment, un travail de réalisation sans, je
pense plus à mon travail d'avocat. Je suis pas en train de donner des conseils. Je suis pas en train de chercher des clients. Je suis pas en Oui, bien train sûr, mais en de termes de me mettre réseau, en ça peut avant. quand même peut-être... Pas, non, parce que les gens te voient pour la partie de toi qui n'est pas celle d'avocat. Oui. Et hier, par exemple, à l'avant-première de mon film, il y avait 430 personnes. Dans ces 430 personnes, il y avait des amis, de la famille, des gens de l'équipe, des gens. Et puis il y avait des clients aussi, quelques-uns, Ok. ou des gens qui ont été des clients, qui sont devenus des amis, ou des clients tout simplement, parce qu'ils avaient un lien avec cette activité. Et je pense que Heu, là, ils m'ont vue, pas comme avocate, et c'est pas en me voyant hier et en voyant le travail que j'ai fait qu'ils vont se dire: «Tiens, je vais lui amener des dossiers». Donc ça se nourrit pas vraiment l'un de l'autre, de la même manière que quand je fais mon activité d'avocate, je ne, me nourris pas de mes affaires pour me dire, enfin des affaires que je traite, pour me dire: «Tiens, ce serait un bon sujet de documentaire». Alors évidemment, j'aurais adoré faire, une série comme Avocats et associés. Ça oui, j'ai souvent pensé, Il n'est pas ou trop tard. The Good Wife ou des choses comme ça, qui sont, ou Suits, ou c'est-à-dire Il y a une que série française là qui est sortie récemment sur une avocate. ouais. Je l'ai pas regardée. Alors j'ai eu du mal à rentrer dedans, en Ouais, j'ai pas fait, et il regardé faut que encore. je reprenne, mais C'est je vrai que suis sinon pas, c'est très ouais. anglo-saxon et du coup c'est pas une vision très réaliste de l'avocat, en tout cas français, dans ces séries-là. Et absolument. Mais Avocats et associés était une bonne série. Il y en a eu, une autre dont j'ai oublié le nom, que j'ai vue, que j'ai bien aimée. Bon, elles sont pas du tout réalistes, hein, ces séries, mais c'est pas Ça nourrit grave. un fantasme sur le métier C'est d'avocat tout de comme, même. la série 10. J'en ai parlé, souvent avec, des agents, parce que je travaille avec pas mal d'agents, et qui disent: «Bah, 10 c'est fantastique, mais ce n'est que 10 de la réalité». Mais puis les séries, elles forcent beaucoup le trait, elles sont très caricaturales sur plein de choses, mais c'est pour ça que ça marche aussi et que c'est bien. Oui, ça fait partie du Mais voilà, tout divertissement. ça pour dire que non, les deux métiers sont assez, séparés. Hem, Ce qui rend les choses d'ailleurs pas toujours faciles, parce que faut vraiment, voilà, tracer une ligne entre les 2. Et et quand on est dans l'un, être à fond dans l'un, quand on est dans l'autre, être à fond dans l'autre. Mais comme je te l'ai dit, moi, mon métier, aujourd'hui, c'est vraiment avocate. Donc hem, je suis fière de pouvoir me définir. Je ne sais pas si les autres me voient comme ça, mais dans le métier, audiovisuel, je veux dire, mais je suis fière de me considérer comme réalisatrice. Je dis simplement que ma vie quotidienne et ce qui me permet de vivre aussi, c'est mon métier d'avocate, et que je continue de développer. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est quand même de développer cette activité d'avocate, parce que, j'aime ce métier, que je pense que je suis pas du tout arrivée au bout, et que je veux continuer à découvrir aussi de nouveaux horizons, de nouveaux développements. Donc développer de nouvelles activités, par exemple? Non, mais de nouveaux secteurs. Tu Mmh. vois, je travaille, dans par exemple, pour les fusions-acquisitions, j'en fais beaucoup dans le secteur des médias, des industries culturelles. Je le fais aussi dans le secteur de la santé, mais je pourrais le faire dans d'autres secteurs. Donc des choses un peu plus, je développerai pas d'autres domaines, parce que déjà c'est beaucoup, et je trouve Ah qu'on oui, peut oui, pas être spécialiste de tout, et voilà, et je suis ça. pas un avocat, je me considère pas comme un avocat généraliste. Tu prêches une convertie. Donc et que il faut faire que ce qu'on sait faire, parce que si on prend des dossiers dans des domaines qu'on ne connaît pas ou ne maîtrise pas, c'est vraiment, heu, un risque énorme, et c'est une source de stress. Donc comme on en a déjà beaucoup dans ce métier, il faut pas en ajouter. Heu, non, mais je veux continuer à développer,
voilà, le volume de dossiers, trouver de nouveaux dossiers, de nouveaux clients. Ton temps aujourd'hui se partage comment entre le développement et la production en tant que... La production Bah, le traitement des dossiers, la quoi. production, oui. Mm. Oui, non, Euh, pardon. Avec la non, je peux réalisation, dire. j'avoue, ça pouvait. Euh, oh, la production représente, je dirais 80% quand même, hein. Ok. Ouais. Ouais, donc tu produis encore beaucoup. Il y a pas mal d'associés où ça va être Non, mais du... peut-être que j'exagère parce que c'est peut-être du 70-30 plutôt. Mais j'ai l'impression quand même de produire beaucoup. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par produire? Si produire, c'est dans un contentieux rédiger les conclusions de A à Z, non. En tant qu'associé, j'ai des équipes de collaborateurs, mais je suis quand même très impliquée sur la stratégie, je revois, je plaide souvent avec les collaborateurs. Après, c'est vraiment du cas par cas. Donc si produire, c'est ça, la proportion est sans doute inférieure. Mais moi, je fais beaucoup de conseils. Je rédige pas évidemment tous les actes, mais quand même, je vois tout, je traite tout, donc ça reste de la production et ça représente une partie quand même assez importante. Et ça, c'est important pour toi de garder cette partie production en priorité Pas nécessairement, je pense que là, tu mets le doigt sur vraiment quelque chose de difficile. Je trouve que c'est parfois difficile de trouver un juste équilibre. Mm. Quand on est associé, qu'on a déjà beaucoup d'années d'ancienneté, il faut, moi je fais confiance à mes collaborateurs, la production ils la font très bien. Mais en tout cas, si j'interviens dans un dossier, que je fais un rendez-vous avec un client, que je vais plaider un dossier ou que je négocie quelque chose, je peux pas le faire en arrivant comme une fleur à la dernière minute et les autres ont fait le travail et puis moi, je survole. Ça c'est pas Mm, possible. Je suis obligée d'abord, c'est trop angoissant mm. et puis pour avoir, les réflexes, la répartie, il faut quand même être plongé dans le dossier. Donc, le bon équilibre, c'est d'avoir une bonne équipe qui te prépare les choses, trouver le temps quand même de s'y plonger pour, grâce à notre expérience, pouvoir utiliser ce travail préparatoire et se l'approprier au sens le connaître et pouvoir ensuite négocier en étant, tout à fait au fait, du dossier. Tout ça prend quand même, du temps. Donc après quand tu interviens pas dans les dossiers, moi il y a des dossiers où je laisse évidemment mes collaborateurs, traiter le dossier, être en contact avec les clients, se débrouiller seuls parce que je leur fais confiance et qu'ils ont largement la capacité de le faire. Mais il y a quand même encore beaucoup de dossiers que je suis et dans ceux-là, le juste équilibre entre, intervenir et faire le travail préparatoire est pas toujours évident. Et tu me parles de tes collaborateurs, tu me dis j'ai une bonne équipe, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la jeune génération d'avocats, on va dire justement? Est-ce que vous arrivez facilement à recruter au cabinet? Enfin, nous, on a beaucoup de sujets là-dessus avec les avocats avec lesquels on travaille, avec les cabinets avec lesquels on travaille. Comment ça se passe, toi? Alors par chance, j'ai pas été amenée à recruter, depuis un petit moment. Alors, Ce par qui est très bon chance, signe. alors c'est bon signe ou pas bon signe? Parce qu'en fait, la chance, je m'explique, c'est que l'équipe soit stable. Oui, c'est ça qui est Par bon contre, je signe. pourrais me dire, eh On ben, grossit. voilà, Mm. si je grossissais assez vite, eh ben, j'aurais besoin de recruter plus de gens. Donc, ça dépend de quel point de vue on se place. Hem, quand, j'entends que c'est compliqué de recruter, qu'on trouve pas, qu'il y a quand même beaucoup d'avocats jeunes qui quittent la profession, Mm. ça oui, je l'entends beaucoup. Donc et je sais que quand moi j'ai eu à recruter, c'était pas facile.
Donc, après, ce que je pense de la jeune génération, il y a plusieurs jeunes générations. Il y a ceux qui arrivent sur le marché aujourd'hui, qui ont 25 ans. Il y a ceux qui ont 30-35. Je crois que c'est pas la même chose. Je pense que d'une manière, vraiment générale, parce qu'on peut pas limiter ça au secteur, des avocats, les la jeune génération sur le marché du travail est très différente de ce que nous étions, nous, quand on avait, 25 ans. C'est-à-dire que nous, on était, un peu, workaholic, on était un peu, on fait, ce métier, on se jette à corps perdu et on va le faire toute notre vie. Enfin, je généralise sans doute trop. Mais je le vois, en observant mes enfants, par exemple, la qualité de la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle est très importante. Le rapport entre les 2 est vraiment, pesé, et je trouve que c'est bien. C'est vrai que et c'est difficile d'avoir cet équilibre. Et parce que toi, typiquement, tu trouves que lorsque tu as débuté ta carrière, potentiellement, justement, le travail a pris trop le dessus sur la qualité de la vie personnelle? Bah, moi, je trouve que moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, et d'ailleurs, il y a un truc qui m'arrive régulièrement et qui m'agace, en fait, c'est quand je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et on aborde la vie professionnelle, la question est toujours la même, c'est: «Est-ce que tu travailles toujours autant?» Et je me rends compte que alors, Tu es je sais pas si définie c'est comme les ça dans la avocats ou tête de si tout le c'est monde. comme ça que je suis, et je me dis, «Mais pourquoi est-ce que les gens pensent que, je travaille trop?» Sans doute parce que la réalité, c'est que je travaille trop. Alors, est-ce que j'ai sacrifié ma vie personnelle? Non, parce que j'ai eu une chance inouïe de rencontrer l'homme de ma vie, de l'épouser, d'être toujours mariée, de me remarier avec lui, même si on était toujours Ah, ensemble. je ne savais pas Donc, on ça. s'est mariés 4 fois, 2 fois à la mairie, 2 fois à la synagogue. Allez, histoire de faire la fiesta. Exactement. C'était juste avant le Covid. On a décidé. Alors, quand je dis remarier, c'est un renouvellement de vœux à la mairie. Mais Ah, c'est je une savais même pas que ça se cérémonie, faisait à la mairie. républicaine Ah où, oui, je savais pas. on refait tout pareil et pareil à la synagogue, quasiment. Et puis j'ai pu quand même faire, 4 enfants et ça, c'est le grand bonheur de ma vie. À vrai dire, c'est la seule chose qui compte vraiment. Heu, mais je dis quand même un mais parce que le métier d'avocat ne ne rend pas facile, enfin c'est difficile de faire 4 enfants, d'être installé, d'essayer de développer un cabinet et alors que, bah, quand on est, installé, qu'on est, son propre patron, on peut pas, prendre un congé mat, c'est difficile, sur une longue Mm. période et alors qu'on devrait pouvoir le faire. Mais c'est évidemment techniquement possible et on a des indemnités de la part de l'ordre, mais pour te dire quand même que Qui moi, sont les 3 pas. premières fois, je ne savais même pas Qu'il y avait des qu'il y avait indemnités? des indemnités, je Ah les ai ouais, jamais tellement il y a peu de réclamées, communication là-dessus. tu vois? Ah ouais. Ou tellement moi je suis, dans, l'idée que, ben, je peux pas arrêter mon activité parce que sinon je vais tout perdre, parce qu'il faut que je mène le tout de front Oui, c'est et je ça, il y a la question des indemnités, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des dossiers le temps où on s'arrête, quoi. mmh. Mm, mm. Donc j'ai pas sacrifié ma vie personnelle, loin s'en faut et ça, j'en suis très heureuse, mais j'aurais certainement pu passer plus de temps avec, mes enfants quand ils étaient petits, et puis, Oui, mais tu as aussi réalisé plein d'autres choses qui épanouissent la famille autrement, ou en tout cas, qui apportent d'autres j'espère que choses, quoi. la famille est épanouie mais je trouve que pour les femmes et les jeunes femmes et ben, c'est pas si facile que ça d'arriver à mener cette profession qui est quand même très chronophage, hem et une vie, personnelle, riche. Mm. Et ça m'intéresse hem,
la manière justement dont, si ça te dérange pas d'en parler, dont tu as géré les moments des grossesses et des accouchements, justement, parce que c'est des sujets que j'ai pas mal avec des avocates indépendantes que j'accompagne et qui sont enceintes et qui sont très angoissées justement à l'idée de devoir arrêter, enfin mettre en pause leur activité. Est-ce que du coup, tu avais quasi pas mis en pause? Est-ce que tu t'es dit, «Je mets en pause, mais vraiment en pause pendant 2 mois et puis comme ça je repartirai de plus belle»? Comment tu as géré Ah ça? non, moi, j'ai jamais pu mettre en Ouais, pause. Moi, j'étais angoissée comme ces jeunes femmes, j'avais l'impression, je cachais le fait que à tes j'étais clients? enceinte à mes Ouais, clients. ouais, bah, c'est une discussion que j'ai eue Ah mais aujourd'hui. oui et et un jour, j'ai eu un psy qui m'a dit quelque chose qui m'a fait ouvrir les yeux. Il m'a dit: «Vous vous trompez complètement. Si, heu, vos clients voient que vous êtes enceinte jusqu'au cou et que vous gérez leur dossier et que vous êtes, ça rassure. Au contraire, Ouais, c'est qu'ils se disent: «Ben, elle assure, elle sait à la fois être enceinte, porter un bébé et s'occuper de moi» et en fait, c'est complètement ils vont l'opposé être et je encore me plus suis dit admiratifs, quoi. et puis, Enfin, confiant, confiants, confiant ouais. dans l'idée qu'on est, quand même capable, de faire 2 choses à la fois et je me suis dit: «Bah oui, il a raison, c'était tellement évident». Alors est-ce que je me suis mise à voir les choses différemment? Oui, sans doute. Bah, ma dernière grossesse, je l'ai plus, heu, je vais pas dire assumée parce que j'ai assumé vraiment toutes mes grossesses. J'étais très heureuse, d'être enceinte mais je veux dire qu'au début, c'est vrai que je le disais pas, Mmh, jusqu'à ce que ça se voit vraiment. mmh. Parce que je me disais, «Je vais perdre tous mes clients, ils vont voir un gros ballon, ils vont se dire, hem, elle pourra plus s'occuper de moi». Et en fait, c'est une vision, complètement, idiote, je trouve. Mais c'est une vraie angoisse en même temps et je pense qu'il y a des femmes qui ressentent encore ça. Et quand on est et c'est très différent quand on est collaboratrice et quand on est, installée. Parce que quand on est collaboratrice, on a quand même une protection. Bah oui. On touche sa rétrocession d'honoraires, on sait que on va retrouver ses dossiers, il y a quelqu'un qui s'en charge pendant qu'on n'est pas là, on a un statut à ce moment-là quasiment de Quasi salarié. exactement ce que j'allais dire. Quand on est installé, on peut pas disparaître. C'est ça le problème. Quand tu montes un cabinet, que tu le gères, bah, tu peux pas, disparaître, tu peux pas. Tu peux Mmh. juste pas. Tu peux pas dire, «Je pars au bout du monde, pendant, 3 mois», par exemple, Ouais. même c'est pas et je reviens. Enfin, il faut Heu, avoir des bons associés, des bons collabs, mais ce qui n'est pas oui, le cas au départ, quoi, forcément. oui. Et ouais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, c'est intéressant qu'on en parle puisque c'est une discussion que j'ai eue cet après-midi avec, une avocate que j'accompagne et et voilà et qui pareil ne le dit pas à ses clients et je disais qu'elle avait tout intérêt à le dire. Heu, Si comme ça, il y a un petit mois, de un peu pause ou en tout cas elle est un peu moins réactive, bah, déjà ils seront quand même plus compréhensifs sur le pourquoi du comment et ils seront d'autant plus, confiants qu'elle arrive à gérer, tout le reste du temps quoi, enfin, Alors mais ensuite, ça dépend si elle fait du conseil ou du contentieux. Je pense que mmh mh. le covid nous a beaucoup aidé avec, le télétravail à faire comprendre à tout le monde qu'on pouvait être aussi efficace, quand on travaillait pas, on n'était pas présent physiquement. Maintenant, toutes les réunions se font en Zoom, en Teams. On n'est pas obligé d'être en présentiel partout, et loin de là, c'est même tout à fait l'opposé. Donc je pense que c'est plus facile alors, moi je dis ça en supposant qu'une femme qui va accoucher, elle va continuer à travailler, tout en s'occupant de son bébé. Mmh. Mais si on veut faire une vraie, coupure de plusieurs mois, c'est vrai que c'est difficile. Quand on est, je pense, une jeune avocate et installée depuis, peu longtemps ou même un peu plus longtemps, je pense que c'est assez difficile et pourtant on doit pouvoir y arriver parce que c'est injuste que les avocates, n'aient pas, la possibilité de mener, comme elles l'entendent, une carrière, professionnelle et personnelle en ayant des enfants. Oui, bien sûr. Ensuite, c'est quand même aussi le propre de
tout indépendant au-delà des Complètement. avocats. Complètement. Et c'est vrai que c'est là où, pour le coup, s'il n'y avait que ça, cela dit, mais il y a encore une grande inégalité. Enfin, forcément, homme-femme, là, de fait, on n'est pas dans la même situation, quoi. Mais finalement, un médecin qui s'arrête, ça peut être problématique aussi. Alors, sauf qu'il y a quand même pas assez de médecins, donc globalement, un médecin aura toujours de la patientèle, mais bon, c'est un peu embêtant. Enfin, dès qu'on est à son compte, en fait, c'est vrai que... Parce que, admettons qu'il y ait une indemnité peut-être un peu plus élevée que celle actuelle, que ce soit par l'ordre, par je ne sais Oui, ça quoi. règle pas le Ça problème. règle pas le Non, problème. absolument. Donc, je Ça sais pas ce règle. qu'il faudrait mettre en place. Je ne sais pas non plus. On va y réfléchir. Sans doute des structures aussi pour prendre en charge plus de crèches, plus d'aide. Mm. Bon, après, ça règle pas le problème de vouloir s'arrêter et de se consacrer. Il n'y a pas des systèmes chez les avocats, c'est vrai que je ne sais pas ça, comme les tontines chez les médecins, où du coup il y aurait voilà, une sorte de groupe d'entraide, où potentiellement on refile un peu ses dossiers. Ça n'existe pas, ça? Bah, ce qui existe, c'est quand on a des associés, que les associés suivent les dossiers à ta place quand tu t'accouches, par exemple. Mais encore faut-il que tes associés fassent la même chose que Ouais, ouais. toi, tu vois, et les mêmes spécialités. Souvent, quand tu t'associes avec des gens, c'est pour qu'il y ait une certaine différenciation Complémentarité, et ouais. complémentarité plutôt. Donc, non, non, c'est un sujet. Mais même encore maintenant, moi j'ai un enfant qui est relativement jeune parce qu'il a 8 ans et demi. Donc c'est encore un petit garçon. Il faut faire les devoirs. Tu vois, là, par Mm. exemple, ce soir, je vais au théâtre. Donc il va falloir que je cours d'ici, que j'aille à la maison, que je fasse faire les devoirs, que je parte. Ah ouais, Bon, gros mais ça, c'est planning. la vie des femmes en général. Je pourrais décider de pas aller au théâtre. Bon, voilà, faut jongler Mais tu as plutôt en fait le choix permanence. de vivre à fond. On peut dire ça. Ouais. Très bien. Moi, je suis admirative. Non, il n'y a pas de quoi. Il y a plein de gens qui font, plein de femmes en particulier, qui font dans ce métier plusieurs choses, plusieurs carrières, qui mènent plein de choses de front. Et bon, c'est enrichissant, mais ouais, il faut beaucoup d'énergie. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais te laisser du coup aller faire les devoirs. Merci à toi. J'y vais de ce pas. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.